au cours duquel on a... Ah, parfait, oui, la réunion va s'enregistrer pour le replay, comme on l'a annoncé. Donc, merci beaucoup à tous et toutes d'être là pour ce webinaire où on a envie de vous partager un peu des pratiques qui sont ressorties du travail du programme Entreprendre la ruralité, qui a été mené par la Fondation Entreprendre et tout un collectif qu'on va vous présenter dans peu de temps. Donc, ce webinaire il va être co-animé par la Fondation Entreprendre et les Petites Rivières, qu'on va vous présenter aussi un petit peu plus. Donc voilà, Eric, Sébastien, que vous voyez aussi, et moi. Et il y aura aussi des témoignages de nos associations qui ont été membres du collectif Entreprendre la ruralité. Euh, voilà, Eric, peut-être je peux te laisser commencer à partager les slides. Je te laisse aller sur la slide après. Très rapidement, pour introduire ce webinaire, je veux dire un mot de ce qu'on va dire, mais le but, c'est d'entrer le plus vite possible dans le cœur du sujet, comme on a 1 heure et demie ensemble. On va vous présenter assez rapidement ce que c'est que le programme Entreprendre la ruralité, donc d'où on parle pour partager des pratiques sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire dans les territoires ruraux. Et donc, on va définir un petit peu plus ce qu'on entend par l'entrepreneuriat de territoire et notre définition, la définition du collectif Entreprendre la ruralité. Et ensuite, on va vous partager plus en détail les bonnes pratiques issues du travail des associations du programme Entreprendre la ruralité et de toute la recherche en R&D, toute l'innovation qui est ressortie de ce programme. On vous laissera évidemment un temps pour poser des questions. Et ensuite, on partagera en conclusion quelques recommandations par le témoignage de Marie de Ronalpia à des associations qui souhaiteraient, elles aussi, faire des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat en ruralité. Voilà, en quelques mots très rapides. Eric, je veux bien te laisser passer à la slide suivante. Ouais. Merci beaucoup. En quelques mots, du coup, pour présenter un petit peu le contexte, on est le collectif Entreprendre la ruralité. C'est un collectif qui a été lancé en 2021 par la Fondation Entreprendre. Et c'est donc un programme de 3 ans qui a été mis en place avec un collectif déjà de mécènes qui était composé par AG2R La Mondiale, la Fondation RTE et la Fondation Terre et Fils. Et ensuite, qui a été accompagné par un collectif d'associations que je vais vous présenter aussi et des experts de l'innovation sociale et de la mesure d'impact. Et le but de ce programme, c'était d'expérimenter et de faire émerger des solutions de l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire dans les territoires ruraux spécifiquement. Euh, donc, les associations soutenues, vous les voyez sur les slides. On a 4 associations qui étaient sur 4 territoires différents et qui ont chacun mis en place des dispositifs variés pour essayer de développer de l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire. Donc, on a EREL, qui était plutôt sur la Nouvelle-Aquitaine, spécifiquement Limousin-Dordogne, et qui avait différents types de programmes pour accompagner l'émergence d'entreprises sur les territoires ruraux. Atis, qui est en Nouvelle-Aquitaine également. La Chartreuse de Neuville, qui a un modèle autour d'un monastère rural euh, qui avait la vocation d'accompagner aussi des entrepreneurs, et Ronalpia qui était plutôt sur la partie changement d'échelle, donc pas forcément sur l'émergence, mais plutôt sur comment changer d'échelle en ruralité. En quelques mots, voilà le collectif qui va vous parler aujourd'hui, et on aura des témoignages de Atis, la Chartreuse de Neuville et de Ronalpia. Et Eric, je veux bien te laisser passer à la slide juste après pour parler un petit peu plus du programme. Concrètement, donc, ce programme a duré 3 ans. La première année a été notamment consacrée plutôt à un temps de R&D, pour les associations. On a laissé le temps de faire des diagnostics de territoire, d'affiner les partenariats pour pouvoir au mieux préparer leurs dispositifs et ensuite les mettre en place tout au long du programme. Concrètement, ça fait donc des accompagnements qui ont été menés sur 15 territoires par les 4 associations lauréates. Euh, il y a eu d'ailleurs donc en tout 236 projets qui ont été accompagnés par les associations du collectif. Plus de 2000 partenaires locaux qui ont été impliqués à un moment ou à un autre de ces dispositifs et plus de 1000 personnes qui ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat, comme vous voyez en dessous, et on reviendra un petit peu sur ces chiffres plus tard. Et concrètement, le collectif, à la fois, il y avait ces associations qui expérimentaient sur le territoire, mais il y avait aussi beaucoup de temps en collectif pour faire émerger de l'innovation, partager les pratiques d'une association à l'autre, accompagner vraiment l'innovation. Et donc, ça s'est traduit par des webinaires, des ateliers de R&D, des journées collectives aussi avec les mécènes pour co-construire toute la réflexion qu'on va vous partager ici. Et l'issue de ce programme, on a fait le bilan de ce programme en novembre dernier.
Et maintenant, on a créé un certain nombre d'outils et de livrables, puisque la vocation, c'était à la fois d'accompagner les associations dans le programme et de les outiller, mais aussi de pouvoir diffuser plus largement les bonnes pratiques issues de ce programme et de pouvoir partager à d'autres associations qui font déjà ou souhaiteraient faire de l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire en milieu rural. Voilà une présentation très rapide de ce que c'était que le programme Entreprendre la ruralité. Je vais laisser du coup mes collègues prendre la suite. Et évidemment, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez dès à présent en mettre dans le chat et on aura un temps dédié aussi pour les questions-réponses un peu plus tard dans le webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais prendre le relais pour vous dire un petit mot sur en fait pourquoi l'entrepreneuriat est important, en tout cas dans le cadre de la ruralité. Donc, comme Agathe vous l'a dit, l'objectif premier, effectivement, était de pouvoir faire émerger de l'innovation à travers de l'accompagnement entrepreneurial qui soit au service du besoin de revitalisation des territoires ruraux et de lutte contre ces inégalités territoriales. Dans le cadre de ce programme, du coup, une notion a été définie, un type d'entrepreneuriat a été défini par le collectif Entreprendre la ruralité, qui est l'entrepreneuriat de territoire. L'entrepreneuriat de territoire, ça correspond à un mode d'entreprendre qui est spécifique, qui s'appuie sur la mobilisation des écosystèmes locaux pour développer des activités économiques sous diverses formes qui peuvent être commerciales ou associatives. Et dans le but de répondre en fait, de manière durable quand même aux besoins sociaux, environnementaux et culturels des habitants du territoire donné. Ça, c'est important. Ça veut dire que c'est un entrepreneur qui est fortement ancré dans son territoire, qui exprime à la fois le territoire en mettant en collaboration les acteurs et aussi qui restitue de la valeur directement sur le territoire. Et du coup, cet entrepreneur de territoire, il fédère voilà, des acteurs qui partagent sans doute trois principes d'action, c'est ce qu'on a identifié. À la fois cette inscription dans la démarche d'ancrage local, l'animation d'une dynamique collective, c'est pas juste un entrepreneur tout seul qui lance son projet. Forcément, il y a un lien, on le verra, avec les citoyens, avec les collectivités locales. Et il crée de la valeur sociétale par le biais de création, de reprise d'entreprise, de changement d'échelle de projet, d'éclaimage, etc. Et cet entrepreneur de territoire, on l'a défini, euh, c'était vraiment, en tout cas, celui qui nous semble aujourd'hui absolument essentiel pour avoir un impact, revitaliser les territoires. Et l'enjeu qu'on a identifié dans le cadre d'Entreprendre la ruralité, c'est de mieux territorialiser les modèles aujourd'hui d'accompagnement. Euh, pour en fait faire émerger cet entrepreneuriat de territoire sur ces zones rurales. En fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a trois difficultés sur l'offre d'accompagnement et sur les politiques publiques qui les proposent. C'est premièrement, effectivement, la majorité des offres d'accompagnement entrepreneurial sont plutôt dans une logique d'offre, on va dire. On propose des programmes d'accompagnement, on attend que les entrepreneurs arrivent. Et ça, on a vu que ça ne marchait pas en ruralité. Parce que à la fois, il y a besoin de faire émerger l'envie d'entreprendre, qui est moindre en ruralité qu'en milieu urbain, et que les spécificités, la difficulté effectivement d'entrepreneuriat en ruralité fait que ça ne marche pas bien, effectivement. Il faut aller vers, en tout cas, ces entrepreneurs. Le deuxième point, c'est que il y a quand même cet enjeu de la mobilité, très clairement. C'est que dès que dans les territoires ruraux, souvent on dit à plus d'une heure d'une métropole, là, les enjeux de la mobilité deviennent extrêmement forts. Et là, il y a une vraie limite, en tout cas, à ce que certains dispositifs d'accompagnement puissent être accessibles à ces entrepreneurs en territoire rural. Et troisièmement, aujourd'hui, on constate aussi que cet entrepreneuriat de territoire, comme on l'a dit, j'ai dit précédemment, c'est une dynamique aussi du territoire. Du coup, ça implique également l'ensemble des collectivités locales qui sont partie prenante. Mais elle demeure aujourd'hui quand même encore peu outillée en ingénierie d'accompagnement, faire émerger ces projets sur leur territoire. Et donc, il y a besoin de les accompagner. D'où cette nécessité, un peu cette proposition qu'on fait, nous, à l'issue de ce programme, c'est le besoin qu'on identifie qui est aujourd'hui de renforcer le maillage de l'ingénierie et des solutions mises en œuvre pour conduire cet entrepreneuriat de territoire en ruralité. Sébastien, je te laisse prendre la suite. Eh ben, merci Eric, bonjour à tous. Je suis ravi de présenter les premiers résultats finalement de ce livret de bonnes pratiques des accompagnateurs qu'on va vous présenter toute la matinée. Je prends la parole au titre des Petites Rivières, donc qui a contribué au programme de R&D qui s'est finalisé justement par la capitalisation des bonnes pratiques, et au nom d'Emmanuel Riva qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a mené la mesure d'impact du programme. Et finalement, ces bonnes pratiques d'accompagnement
sont un peu à la jonction entre la démarche de R&D de capitalisation qu'on a pu mener et puis cette démarche d'impact. Alors, pour essayer de structurer un peu le discours autour de l'accompagnement à l'entrepreneuriat territoire, on s'est mis tous collectivement d'accord sur l'enjeu de développer des circuits courts de l'accompagnement. Donc, circuit court, ça renvoie évidemment à différentes dimensions et ça nous semblait bien représenter justement les enjeux spécifiques de l'accompagnement à l'entrepreneuriat en milieu rural. Pour reposer un peu sur les constats que vient d'évoquer Eric, il y avait cette question déjà de la désintermédiation et de la réduction de la distance géographique. On voit dans la plupart des accompagnements que les porteurs de projets peuvent être dirigés vers différents acteurs au fil de l'eau de leur accompagnement. Il peut manquer aussi un contact qui peut rassurer, notamment au milieu rural où l'ingénierie n'est pas dans une palette de possibilités infinies. Et donc l'idée d'avoir un référent qui désintermédiatise, c'est dur à dire, j'aurais pas dû utiliser ce verbe, mais voilà, qui en tout cas qui réduit la distance à l'accompagnement. Et puis cette idée aussi justement de problématiques de mobilité où beaucoup d'entrepreneurs de territoire interrogés disaient bah, nous en fait on se serait pas fait accompagner s'il n'y avait pas eu un accompagnateur à l'entrepreneuriat de territoire parce qu'être à 1 heure ou à 2 heures d'une métropole pour bénéficier d'un accompagnement, on comprend que ça soit pas forcément le plus motivant. Donc, réduction de la distance géographique qui correspond à un enjeu clé des circuits courts classiques dont on peut parler. Et puis aussi le renforcement du pouvoir d'agir des habitants, c'est-à-dire qu'on a pu se rendre compte que les circuits courts de l'accompagnement permettaient aussi d'aller sensibiliser d'autres types de porteurs de projets que ceux qu'on peut croiser habituellement dans les parcours d'accompagnement classiques. Dans le monde rural, on parle beaucoup dans les médias des néo-ruraux, mais c'est vrai que les projets qui ont été portés par les accompagnateurs ont permis aussi à des habitants classiques qui portaient une idée sans forcément avoir la maturité entrepreneuriale de le mener à bien seul, de pouvoir se mettre en collectif, par exemple. Et puis, une des spécificités aussi du programme et des accompagnateurs à l'entrepreneuriat territoire, on s'est rendu compte aussi le rôle qu'ils peuvent jouer auprès des conseils municipaux, des conseils intercommunautaires, des élus et des maires. Notamment, on le verra sur tout ce qui va concerner la réactivation de lieux totems dans les villes et la réhabilitation de lieux. Et puis, troisième point, c'est l'accent mis sur la responsabilité territoriale des porteurs de projets, puisque on voit l'entrepreneuriat territoire, on l'a dit, c'est l'ancrage local, les dynamiques collaboratives, mais c'est aussi la capacité d'un accompagnateur de diriger un porteur de projet vers des statuts hybrides, vers des statuts collaboratifs, et aussi vers des projets qui vont maximiser l'impact social et environnemental sur les territoires. Et sur cet aspect-là, on avait justement vous pourrez retrouver sur le site de la Fondation, mis en place une critérisation, j'arrive pas à dire les mots en sion, des projets qui entrent dans une dynamique de responsabilité territoriale. Je veux bien que vous passiez à la suite. Et donc, effectivement, à partir de cette définition du circuit court que vous pourrez retrouver dans le livret, on a voulu synthétiser les apprentissages, les enseignements de 3 ans de programmes menés par les 4 lauréats du programme, en interrogeant à la fois bah, les lauréats, des entrepreneurs de territoire accompagnés, puisque l'idée c'était aussi d'aller voir jusqu'à quel point le programme pouvait intervenir sur ces 3 premières années, des partenaires accompagnateurs, des partenaires collectivités locales aussi, puisqu'on voit aussi en milieu rural, l'un des enjeux clés, c'est de pouvoir capitaliser sur les relations, ou en tout cas construire des relations avec les collectivités dans lesquelles le programme se déploie. Et tous ces entretiens et ces analyses ont pu nous faire émerger 3 champs d'innovation sur lesquels on voulait particulièrement enfin, communiquer ce matin. Je parlais de la désintermédiation, donc quelles sont les initiatives qui ont pu être prises pour désintermédier et mobiliser les citoyens. Donc on verra des initiatives, notamment les résidences citoyennes, l'encapacitation des habitants aussi, l'idée de leur apporter des compétences pour mener des projets collectifs. Et puis le prototypage de projets qui est aussi une spécificité propre à l'entrepreneuriat de territoire pour tester in situ dans des territoires ruraux des projets avant leur création officielle.
des intermédiations citoyennes, ensuite les démarches d'aller vers, dont on pourra se pencher sur ce sujet avec Soraya Datis qui viendra nous présenter plus particulièrement des initiatives menées sur le sujet. Mais ce qui ressort beaucoup, comme je disais, de la part des entrepreneurs de territoire accompagnés, c'est cette idée d'accompagnement in situ. C'est pas parce qu'on a un lieu, aussi beau soit-il, qu'on ne doit pas en sortir pour aller vers les entrepreneurs. Et puis, ce qui est un peu finalement la conclusion de toutes ces initiatives, c'est comment les accompagnateurs à l'entrepreneuriat territoire ont pu renforcer l'ingénierie d'accompagnement sur les territoires, notamment en créant des collectifs qui dépassent leurs propres frontières et leurs propres périmètres d'intervention. La fonction accompagnement des entrepreneurs à l'échelle des territoires qui augmente et qui développe sa palette grâce à l'association entre la collectivité locale qui porte des programmes d'accompagnement en propre et puis l'accompagnateur de territoire. Et puis plus largement, on voit bien aussi avec le développement des logiques filières, le déploiement d'une posture d'animateur de territoire qui peut être coportée par l'accompagnateur et puis par la collectivité locale. Alors, sur le premier champ d'innovation, susciter des intermédiaires à la mobilisation citoyenne, on est parti un peu de ce qui existait déjà habituellement. Donc, c'est vrai que globalement, en milieu rural et même en milieu urbain d'ailleurs, quand il y a des projets un peu entrepreneuriaux nouveaux, on a la culture de la réunion publique, donc ce qu'on appelle la concertation information. Finalement, c'est de la concertation qui vise normalement à faire participer les citoyens, mais qui est plutôt une validation du contenu initial du projet et un partage d'informations plus qu'un cadre collaboratif. L'idée, c'était de se dire dans un champ d'innovation pour les accompagnateurs, justement, et pour associer un maximum d'habitants, puisque je vais pas m'apesantir sur les limites de la réunion publique, mais c'est vrai que, grosso modo, ce qu'on lit beaucoup dans la littérature de recherche, c'est que ça rassemble toujours les mêmes personnes, que c'est plutôt les gens qui sont en colère qui viennent s'exprimer et que finalement, ceux qui peuvent avoir des nouvelles idées se sentent pas forcément concernés. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on dépasse le format de la réunion publique classique pour aller vers des modèles de mobilisation plus ouverts et participatifs, ouverts à une plus grande variété d'habitants, que ce soit des habitants de long terme ou des néo-ruraux, des personnes qui ont envie de porter des projets sans forcément être le porteur final de cette initiative parce qu'elle sera mise en place d'un point de vue collectif. Et ça, évidemment, quand on parle ce matin, on voit que vous êtes beaucoup d'accompagnateurs, donc vous connaissez déjà les joies de l'intelligence collective, mais on voulait valoriser notamment, enfin, finalement, ce qui faisait la spécificité des projets qui ont pu être portés par les accompagnateurs. Et je vous laisse aller sur la slide suivante en vous montrant justement quelques initiatives qui ont pu être portées et qui peuvent tout à fait être essaimées ou qui peuvent faire écho aussi à certaines initiatives que vous pouvez mener. Parce que peut-être, on l'a pas dit, mais en préalable, on ne se considère pas comme dépositaire de l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire. On considère que la plupart des accompagnateurs qui sont spécifiques sur l'économie sociale et solidaire, par exemple, relèvent de l'accompagnement de territoire. Donc, il y a toute une communauté aussi d'accompagnateurs qui peuvent se sentir concernés. Finalement, en tout cas en termes d'impact sur la mobilisation citoyenne, on a dans la mesure d'impact qui a été initiée par Phare avec l'appui d'Impact Tract sur la collecte des données. On a été jusqu'au niveau de mobilisation des habitants. Il y a eu plus de 13 000 habitantes et habitants associés. Ce qu'a relevé aussi un accompagnateur dans la spécificité du programme, c'était justement de pas être dans un cycle de concertation thématique avec une tournée spécifique des territoires, etc., pour partager l'information, mais c'est de s'adapter au fil de l'eau, avoir une posture ouverte et on aimait bien aussi l'idée de ne pas chercher forcément l'efficacité en ayant des méthodes d'intelligence collective, en se disant au bout d'une heure on fait sortir un maximum d'idées, mais plutôt laisser place à l'imprévu aussi en investissant des lieux parfois particuliers, en prenant en compte l'enjeu aussi de la convivialité au niveau rural. Alors ça a pu être des ateliers sous forme de goûter, ça a pu être des ateliers sous forme
de network en fin de journée, de visite aussi de lieux un peu totems. Ce qui a pu donner lieu, d'un point de vue des intermédiations et susciter la mobilisation citoyenne, à l'animation de résidences citoyennes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche d'itinérance avec notamment une collectivité qui peut se porter volontaire à accueillir une résidence sur son territoire. C'est un projet qui a été initié par Atis et qui a inspiré d'autres pratiques de lauréats au fil de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une période d'itinérance, de découverte du territoire pendant plusieurs jours, et une période de résidence où, avec une programmation d'ateliers, les habitants vont pouvoir venir directement participer à des ateliers, donner leur avis, et on n'est pas dans un lieu finalement neutre, aseptisé, qui pourrait être une salle un peu classique de concertation, mais justement au contraire plutôt dans un gîte, dans une ancienne ferme, là où il peut y avoir des projets et avec des temps conviviaux qui font que ça va potentiellement attirer des gens un peu différents. Et puis, autre point positif, on parlait de prototypage, c'est aussi voilà, l'idée d'organiser des fêtes de village, des fêtes thématiques dans lesquelles on va pouvoir accompagner les entrepreneurs dans le prototypage de leur activité. En l'occurrence, ici, par exemple, une buvette pour des porteurs de projets d'un café associatif, se dire bah, au lieu de faire une étude de marché stricto sensu comme on peut le connaître dans l'accompagnement classique entrepreneurial, être plutôt dans une démarche d'étude d'opportunité plus sensible et pouvoir proposer un prototypage avec l'idée bah, voilà, de proposer des prix, de découvrir comment on sert des personnes et puis voilà, de tester en réel le projet. Ça, c'est beaucoup, enfin, ça a beaucoup été fait justement par les porteurs de projets pour faire émerger des projets collectifs aussi et tester comment va fonctionner le collectif. Voilà, ces quelques mots, vous pourrez retrouver plus d'informations sur le livret, sur ces sujets. Grosso modo, ce qu'on a pu constater d'un point de vue impact, c'est que le fait que la mobilisation améliore la qualité du diagnostic des besoins. On le dit souvent, les habitants sont les premiers experts du quotidien. Finalement, c'est pas pour rien aussi, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de confronter les besoins qui ont émergé dans les politiques publiques un peu classiques d'aménagement du territoire, d'économie. Qu'ont pu mener les collectivités et puis le ressenti un petit peu des habitants, les ressources aussi immatérielles ou matérielles qu'ils peuvent avoir en tête et qui peuvent créer de la valeur aussi dans leur quotidien. Comme je disais, détection de nouveaux profils de potentiels entrepreneurs qui sont un peu en dehors des radars de l'accompagnement habituel, donc notamment les élus, mais aussi des citoyens, des habitants de plus longue date qui ont envie de revitaliser leur ruralité parce que le dernier commerce a fermé et qui savent pas trop comment le faire. Mais voilà, l'idée de participer à un temps un peu collectif de réflexion, ça peut les amener à créer une petite étincelle. Il y a une meilleure articulation entre l'enjeu de création d'activités locales par les collectivités qui veulent faire du marketing parfois territorial pour faire accueillir des entreprises et puis la volonté d'engagement des habitants. Donc c'est ce qu'on appelle le développement endogène. Finalement, on va plutôt capitaliser sur le pouvoir d'agir des habitants pour créer ces activités. Et puis évidemment le lien social qui va se développer entre les habitants dans le cadre de projets collectifs. À plus long terme aussi, on peut le voir aussi, c'est un enjeu de maintien ou d'intégration des populations nouvellement arrivées. Ça lutte contre la désertification de certains territoires. Et on a même certains témoignages d'entrepreneurs, c'est pas forcément tous, mais en tout cas des entrepreneurs qui reviennent sur un territoire qu'ils avaient quitté pour leurs études et qui reviennent sur ce territoire grâce à l'accompagnement pour monter leur activité. Voilà, ça c'était sur l'enjeu de mobilisation citoyenne. Le deuxième enjeu qu'on a pu vraiment documenter, c'est ces logiques d'aller vers qui existent beaucoup, enfin on en parle beaucoup l'accompagnement sur les quartiers prioritaires. Je voyais qu'il y avait des personnes de l'ADI, donc c'est aussi les bus de l'entrepreneuriat, le côté aller vers, donc aller à la rencontre sur des lieux un peu différents, les CCAS, voilà, essayer d'aller dans la vie sociale des quartiers pour échanger sur l'entrepreneuriat.
finalement, on peut faire la même chose sur la ruralité. L'idée, c'est pas, comme disait Eric, de proposer une offre et puis d'attendre que finalement les personnes viennent, mais d'aller à la rencontre, d'aller vers. Il y avait une étude qui disait l'aller vers, c'est l'anti-voir venir. Donc, on est vraiment dans cette logique voilà, d'aller à la rencontre d'eux et d'investiguer sur des modalités originales de détection et d'accompagnement des entrepreneurs dans cette logique de proximité que reconnaissent d'ailleurs tous les entrepreneurs de territoires qui ont été accompagnés, puisque de plus en plus, on a aussi la digitalisation des modalités d'accompagnement. Ça n'empêche qu'on peut en avoir en ruralité, mais c'était vraiment aussi cet enjeu d'avoir un contact qui vient sur le territoire, qui peut aller jusqu'à accompagner dans un lieu qui va devenir un tiers-lieu qui n'est pas encore ouvert, mais c'est là où va l'accompagnateur pour accompagner les porteurs de projets. Et du coup, être aussi en complémentarité du déploiement des offres existantes. L'idée, c'est pas de dire, il y a un guichet unique, on va tout faire pour que finalement ce guichet unique ne soit plus tant unique et faire tout un panorama de projets. L'idée, c'est quand même de bien s'articuler aussi avec les autres modalités d'accompagnement, mais d'être vraiment sur cette spécificité d'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire. Sur ces enjeux-là, on a pu voir en termes d'impact qu'on a plus de 1000 personnes qui ont été sensibilisées sur les enjeux d'entreprendre en ruralité, plus de 230 projets accompagnés. Euh, il y a un accompagnateur qui disait justement d'ailleurs, il faut aller au-devant des porteurs de projets pour leur apporter de l'information et ne pas attendre qu'ils viennent, puisque ça signifierait qu'ils connaissent déjà le parcours d'accompagnement. Finalement, si on toque à la porte d'un accompagnateur, c'est qu'on a déjà eu de l'information et qu'on est déjà prêt à être accompagné. Si on veut vraiment attirer d'autres types de publics, il faut aller là où finalement, c'est pas forcément des endroits, des lieux, des processus qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, qui sont dédiés à d'autres choses dans lesquels on va intégrer une brique un peu plus forte d'accompagnement. Et là, c'est un peu l'exemple du Salon du commerce, de l'artisanat et des producteurs qu'a pu créer et monter RL en coopération avec des collectivités, où ils ont pu faire un stand dédié à l'entrepreneuriat, alors que ce n'était pas du tout l'objectif de cet événement, puisqu'on était plutôt dans la promotion du commerce, faire des ateliers pour découvrir les artisans et les producteurs de qualité. Et puis dans tout ça, un petit stand dédié à l'entrepreneuriat pour voilà, essayer de discuter de ces enjeux et potentiellement montrer que vous avez une idée, il peut y avoir des collectifs qui vont se mettre en place et voilà, donner un peu l'étincelle entrepreneuriale à des personnes qui ne viennent pas du tout pour ça dans cet événement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en allant voir ailleurs s'ils y sont, on va découvrir d'autres modalités, enfin d'autres profils d'accompagnés ou de potentiel accompagnés. Et puis, je le disais tout à l'heure aussi, c'est l'optimisation de l'accompagnement in situ. Il y avait cet exemple justement de tiers-lieux encore pas ouverts où l'accompagnement se faisait dans les cartons et l'entrepreneur de territoire disait justement, enfin, ça fait partie de la qualité, de l'efficacité de l'accompagnement puisque nous, on ne se voyait pas aller dans le guichet unique en métropole avec un accompagnateur qui n'aurait jamais vu notre lieu. Finalement, le lien de confiance ne se serait pas forcément créé. Et pour donner la parole peut-être plus facilement aussi à une expérience d'un des lauréats, peut-être à TIS avec Soraya, je pense que tu as des expériences aussi sur le sujet à nous présenter. Oui, tout à fait, puisque Atis, du coup, a mené les résidences en 2022 sur un bassin de vie. Et ensuite, on a mis en place le programme Devenir entrepreneur de territoire l'année suivante, en 2023. Euh, on a réitéré ensuite l'expérience sur un autre bassin de vie en 2024. Dans les deux cas, ce qui nous a permis en effet de sourcer les participants, ça a été de cette dynamique d'aller vers, comme tu viens de l'expliquer, Sébastien. Pour cela, on a en fait intégré dans la démarche très fortement les collectivités locales, que ce soit les communautés de communes et à travers elles les communes. C'est ce qui nous a permis de détecter nos participants, en plus de la résidence de 2022. Parce qu'en effet, on ne peut pas attendre qu'ils viennent à nous. Nous, le Lot-et-Garonne, c'est un département donc de Nouvelle-Aquitaine
qui est situé entre Bordeaux et Toulouse, donc avec plus d'une heure, que ça soit de la métropole de Bordeaux ou de la métropole de Toulouse. Le département, il y a 3 grandes villes, entre guillemets, où on peut retrouver des acteurs de l'accompagnement, mais entre, c'est la campagne. Du coup, c'était important d'aller vers eux parce qu'ils ne connaissent pas forcément les numéros à appeler, les personnes à contacter. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi avec ce programme, c'est que ces profils d'entrepreneurs n'avaient pas forcément conscience aussi de l'importance de l'échelon local, d'aller pousser la porte de la mairie parce que j'ai un projet, d'aller rencontrer mes élus. Et ça a été très révélateur sur les 2 programmes. Donc le succès, donc forte implication par les communautés de communes et les communes par rapport à tous les moyens qu'ils ont mis en place, le relais de communication, parce que eux ils connaissent du coup leurs habitants, ceux qui ont une envie d'entreprendre, ça arrive ou au moins ils l'ont communiqué avec des plateformes, des panneaux d'affichage, de distribution de flyers, ce genre de choses. C'est ce qui nous a permis de détecter les participants. Et ensuite, le aller vers, on l'a traduit aussi pendant le parcours en étant en itinérance sur le bassin de vie, sur les 2 programmes. Et ça aussi, ça a été très important. La plupart du temps, on était accueillis dans des salles annexes de la mairie du village sur lequel on allait. Donc, on l'a traduit aussi comme ça, cet aller vers, où là, ça permettait aux participants, puisque souvent, au final, ils vivent sur un bassin de vie dans leur commune, mais quand ils ont quelles que soient les démarches ou même des activités personnelles à faire, ils vont dans une ville du département et ils vont pas voir forcément les autres villages s'ils n'ont pas de raison d'y aller. Et du coup, là, avec le parcours, on allait sur chacun des villages aux différents ateliers et ça a été hyper important aussi. Ça a permis aux participants de prendre en compte de nouveaux enjeux, d'avoir le témoignage des élus locaux à chaque fois, puisqu'on était accueillis à chaque fois par le maire du village qui nous témoignait de qu'est-ce qu'il mettait en place pour participer au développement de sa commune, au développement de l'activité économique. Et il témoignait aussi des enjeux, des difficultés que rencontrent ses administrés. Donc, il y avait à la fois cette prise de conscience des enjeux du territoire, du village, mais aussi pour les participants, il y avait une prise de conscience, de la réalité géographique, j'ai envie de dire, des distances qu'il y a entre les différents villages, et du coup de mieux comprendre aussi ce qui peut manquer sur le territoire. Donc, à cela, pendant les ateliers, on a fait venir différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial, que ce soit des chargés de mission de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc là aussi, c'était bien d'inverser un petit peu la dynamique plutôt que ce soit les porteurs de projets qui poussent la porte de la CCI ou de la CMA, là, de les faire venir puisqu'ils sont au stade dans ce programme uniquement de l'idée, de l'envie. Il n'y a pas encore forcément de projet, donc ils ne sont pas encore forcément légitimes d'aller contacter une structure d'accompagnement. Donc là, d'inverser aussi, de leur présenter tous les différents acteurs, c'était très bénéfique pour les participants. Donc, à cette acculturation à l'écosystème, moi, je dirais que ce programme, il a aussi quand même beaucoup. Sa richesse, c'était de permettre aux participants de développer des compétences interpersonnelles et intrapersonnelles qui vont être inhérentes à la réussite ensuite d'un projet entrepreneurial. Donc, communiquer, même si je suis qu'au stade de l'idée, je la confronte avec les autres participants, avec les élus locaux que je rencontre et je vois comment ça nourrit mon idée, comment ça nourrit mon projet. Donc ça a été fort sur ce point-là, donc sur la communication et sur les compétences intrapersonnelles, ça a été le développement de la confiance en soi. Parce qu'il y a quand même, tout à l'heure, je crois que c'est Eric qui disait que dans la ruralité, il y a une envie d'entreprendre qui est moindre. Je ne sais pas si elle est moindre, mais en tout cas, il y a peut-être moins de légitimité à entreprendre. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça, puisque une fois qu'on va les chercher, qu'on met en place tout le programme, qu'ils se sentent mis en confiance en allant sur les différents villages, reçus par les élus locaux, là, on voit qu'ils se sont sentis du coup plus légitimes à dire, bah oui, en fait, moi, j'ai des idées, j'ai des envies.
On l'a vu sur le programme de 2023 sur la communauté de communes des Bastinois, Genêt-Périgord. On avait une des participantes qui était venue avec une association. Donc, ils étaient plusieurs membres de l'association à participer au parcours. Et au final, au fil des ateliers, elle a révélé, ça lui a permis de révéler sa propre capacité à agir et un nouveau projet est né porté par cette participante en parallèle de son activité avec l'association. Donc là, ça a été très révélateur. Et voilà, et sur le programme 2024, qui a été fort aussi en illustration sur ce point, c'est qu'on avait une des participantes qui avait un projet d'installer une yourte dans un village pour mettre en place des activités transgénérationnelles. Et elle se limitait, elle pensait qu'elle ne pouvait pas le faire pour plein de raisons, liées à l'urbanisme, plein de choses. Et quand elle a rencontré l'élu du village sur lequel elle est basée, tout de suite, l'échange a permis qu'en fait, ça lui a levé des freins qu'elle imaginait. Au final, c'était des croyances limitantes. Et donc, on voit que juste cette mise en relation, ces échanges permettent au final de favoriser l'émergence de nouveaux projets. Et enfin, je dirais qu'en plus de cette légitimité à entreprendre, est né vraiment des envies de coopération. On l'a vu sur les deux parcours. On a des participants qui coopèrent aujourd'hui. Pour ceux de l'édition 2023, on a deux associations, l'association d'Escarats et l'association La Famille s'agrandit, qui coopèrent aujourd'hui avec une mutualisation de locaux, puisque ça fait partie des freins à l'entrepreneuriat qu'ils avaient pu identifier pendant le programme sur le manque de locaux adaptés à leur activité sans rentrer dans des frais énormes de construction, de réhabilitation. Donc voilà, ça a permis ils ont levé ce frein ensemble en, en mutualisant des locaux. Et pour l'édition 2024, donc qui s'est terminée qu'en décembre, donc ça fait à peine 2 mois, ils ont déjà exprimé à la fin du parcours des envies de coopérer. Ils ont réfléchi à comment faire lien entre leurs activités parce que on était quand même plutôt sur des profils individuels sur l'édition 2024, pardon, et les ateliers de mise, voilà, de mettre ensemble ces porteurs d'idées, ça a permis qu'ils voient un peu plus loin que leur projet individuel et qu'ils commencent à réfléchir à des coopérations, à des mises à, voilà, à des coopérations. Voilà, pour le plus gros de ce que je pouvais vous témoigner de notre expérience, je ne sais pas que j'ai été le plus complète et sinon, je me ferai plaisir de répondre à vos questions. Eh ben, merci Soraya pour le témoignage sur ce volet justement aller vers et en même temps mobilisation citoyenne et bien illustré par des cas concrets. Euh, Du coup, oui, simplement pour résumer un petit peu sur les dynamiques d'aller vers, bah, on le voit, hein, le côté, justement, comme tu disais, Soraya, apport de légitimité, ça permet aussi de faire émerger, de légitimité, ça permet de faire émerger des nouveaux profils de potentiels entrepreneurs. Ça contribue au bien-être des entrepreneurs et à la lutte contre la solitude des porteurs de projets. Et puis, c'est aussi un gage, on l'a vu aussi, grâce à la proximité aussi de l'accompagnement, de maintien de la motivation et la pérennisation de l'engagement des porteurs de projets, où on voit parfois dans un cadre collectif, bah, s'il y a deux, trois personnes qui changent tous les trois, quatre mois, ça peut être compliqué. Et on voit que le fait d'avoir cette proximité et d'aller vers cette confiance dont l'accompagnateur se lien avec les collectivités, ça permet aussi justement de développer cette motivation. Et puis, c'est aussi l'amélioration du niveau de connaissance des habitants. Comme tu disais aussi, bah, les entrepreneurs ne savent pas à quelle porte toquer, ils savent pas vraiment l'offre d'accompagnement disponible, ils connaissent pas forcément les politiques publiques de la collectivité en question qui peuvent les aider. Tu parlais tout à l'heure d'aménagement du territoire aussi, par exemple, avec les yurts. Donc, il y a aussi cette amélioration du niveau de connaissance qui permet bah, de rendre le projet encore plus grand. Et puis à long terme, c'est bah, cette idée aussi de se dire que les entrepreneurs de territoire vont servir dans une logique justement de développement endogène, de faire émerger une offre de services et de biens de proximité issus des territoires et qui sont
co-construit par et pour les territoires, à rebours d'une tendance un peu à l'homogénéisation autour, enfin, dans les grands centres. Je vois dans les commentaires sur l'idée de projet start-up. Là, vraiment, on est sur réponse à des besoins de territoire. Donc, ça permet, on le voit aussi en filigrane, de travailler à la revitalisation du territoire, à la jonction entre ce qu'ont envie de faire les entrepreneurs et puis les enjeux aussi portés par les élus en termes de politique publique. Sur le dernier volet, donc sur l'ingénierie d'accompagnement, enfin, Soraya, tu as déjà donné les mots-clés un peu justement de la coopération territoriale, du lien avec les collectivités. C'est un peu aussi la conclusion, en tout cas, des champs d'innovation qui ont pu être explorés par les accompagnateurs. C'est le fait que finalement, au-delà d'accompagner des porteurs de projets de territoire, il y a cette idée que les programmes d'accompagnement viennent en renfort de l'ingénierie d'accompagnement à l'entrepreneuriat de manière générale sur les territoires, puisque finalement, en complémentarité de ce qui existe via les CCI, les CMA, les guichets uniques qui peuvent être proposés par les intercommunalités et qui se concentrent généralement sur des entreprises classiques, les entrepreneurs de territoire permettent justement, comme l'illustre le petit dessin à gauche, finalement, bah, d'apporter de la connaissance pour bien accompagner ce type de projet à la gouvernance complexe, au modèle économique hybride, ce sur quoi les collectivités et les chambres consulaires, on va dire classiques, ont parfois pas forcément la connaissance ou en tout cas bah, la façon de faire de l'accompagnement peut être très différente d'un projet classique. Donc, ces accompagnateurs de territoire apportent des nouvelles compétences et des savoir-faire sur le territoire. Je le disais, projet collectif, hybride, gouvernance complexe pour enrichir l'offre d'accompagnement qui existe. Et du coup, là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes façons de prendre le sujet. On parlait de coopération entre les porteurs de projets, les entrepreneurs de territoire. Il y a aussi des coopérations qui se font entre accompagnateurs pour justement essayer d'avoir la palette des possibles des compétences d'accompagnement, puisque quand on dit entrepreneur de territoire et on va répondre aux besoins sociaux, environnementaux du territoire, évidemment, ça va pas être que de l'alimentation, évidemment, ça va pas être que des tiers-lieux, ça va pas être que du lien social. Donc, il y a cette idée de couvrir la palette des possibles. On le voit aussi avec cet enjeu foncier qui peut être aussi très important, puisque c'est pas parce qu'on est dans un milieu rural qu'il y a forcément plus de disponibilité du foncier qu'ailleurs. Cet enjeu de mutualisation aussi entre porteurs de projets, puisqu'il y a moins de ressources aussi financières au sein des structures. Donc là, c'est l'exemple de Ronald Pia qui interviendra tout à l'heure, qui a pu, dans le cadre de la réponse à Entreprendre la ruralité, monter un projet collaboratif avec différents acteurs qui avaient une expertise spécifique, thématique, sectorielle, Village Vivant sur le foncier, Grappe sur l'alimentation et les petites cantines sur le lien social, comment créer des lieux qui sont favorables au lien social, et ce qui a permis justement de renforcer aussi le poids territorial et puis l'ingénierie d'accompagnement qui était disponible sur le territoire. Comme on le disait un peu avec les témoignages de Soria et puis les premiers éléments d'introduction, c'était intéressant aussi pour nous d'interroger les collectivités locales parce qu'on dit oui, on va accompagner les élus, oui, c'est complémentaire, mais est-ce que ça s'est vérifié vraiment dans les faits? C'est vrai que là, c'est une collectivité, mais on a pu interroger les collectivités partenaires de l'ensemble des lauréats. Et ce qu'ils disaient, c'est que effectivement, il y avait un trou dans la raquette pour accompagner des porteurs de projets innovants. Donc, on disait gouvernance complexe, etc., etc. Le dispositif a permis d'accompagnement des projets qui passaient entre les mailles du filet. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça permet à la collectivité de se connecter à des projets qui, jusqu'à présent, bah, ne passaient pas forcément leurs portes, puisque c'était pas forcément les types de projets qu'ils accompagnaient. Et c'est ce qu'il se disait, c'est que les porteurs de projets hybrides ne venaient pas nous voir avant. Donc, en plus, ça permet de renforcer la connaissance du tissu entrepreneurial qui existe pour la collectivité et notamment pour les directions développement économique. Et ça va encore plus loin avec la chartreuse de Neuville qui va témoigner sur le soutien à la création, à la structuration d'une filière.
C'est vraiment cette idée, finalement, de se dire que l'accompagnateur à l'entrepreneur territoire n'est pas qu'un simple accompagnateur. On l'a vu avec Atis, il y a un rôle aussi de facilitation du lien entre le porteur de projet et les collectivités locales, de rencontres informelles, ou enfin en tout cas plus ou moins formelles, pour s'intégrer dans les politiques publiques. Et cette idée aussi que, on le voit bien, et c'est tout l'intérêt de l'ingénierie nationale qui peut être proposée par la Banque des Territoires et la NCT, par exemple, dans les territoires ruraux. Il y a un manque d'ingénierie sur ces sujets d'entrepreneuriat et l'accompagnateur peut venir justement proposer ses compétences et ses savoir-faire à des collectivités qui manquent d'ingénierie et structurer des filières justement à partir de ressources matérielles ou immatérielles qui peuvent exister sur le territoire. Et on a un exemple clé en main justement avec la Chartreuse de Neuville et Delphine, je te laisse témoigner sur ce que vous avez pu faire sur la céramique. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors effectivement, nous, on est situé dans le Pas-de-Calais d'abord. La faïence, c'est une histoire qui a commencé au XVIIIe siècle dans notre territoire, sur la ville d'Èvres, qui a eu un âge d'or au XIXe siècle et puis qui s'est éteint progressivement avec son déclin dans les années 2000 avec la fermeture des dernières manufactures. Donc, il y avait une volonté de la commune de Dèvres-Samay où nous sommes, que nous accompagnons, de réactiver justement l'activité et surtout la notoriété. Et il se trouve qu'en 2023, le catalyseur de la Chartreuse de Neuville a été identifié comme étant le bon acteur pour accompagner ce territoire sur un rôle de coordination et de renouveau de la filière céramique. Donc, on a commencé à accompagner, avec l'accord de la commune, un groupe de travail qui s'est mis, un petit collectif d'acteurs autour de la filière de la céramique qui s'est mis en route via le programme Entreprendre la ruralité. Donc, c'est un collectif qui a regroupé la responsable Petite Ville de demain de la commune, la directrice du musée de la faïence qui est à Dèvres, et puis 3 gérants fabricants de céramique, faïence porcelaine sur le territoire. L'objectif de ce groupe de travail, c'était de fédérer, de valoriser et de développer la filière professionnelle et touristique autour de la céramique de Dèvres, ainsi que les savoir-faire associés. Donc, on leur a proposé un plan d'action qui consistait d'abord en l'obtention d'une indication géographique pour cette céramique, qui est un facteur de rayonnement et d'attractivité tant pour la filière que pour le territoire. On leur a proposé également l'accompagnement au montage d'un événement professionnel qui a été pressenti pour 2026 avec des interventions plutôt internationales de spécialistes et de designers autour de la céramique. On leur a proposé exactement aussi la conception d'un projet de sauvegarde et de reconversion d'un patrimoine industriel, puisqu'il faut savoir que sur la commune, il y a pas mal de friches, des usines qui ont fermé en l'état, ils ont fermé la porte, enlevé la clé et tout est resté à l'intérieur, des milliers de moules, enfin des milliers de l'outil de production, je ne sais pas si on peut s'en servir, mais en tout cas qui est à valoriser. Et puis, dernier projet, c'était un parcours de valorisation patrimoniale dans les rues commerçantes de la ville par l'établissement de la création de fresques sur des pignons de maisons qui sont disponibles. Voilà. Donc, on a commencé cet accompagnement de manière gratuite, bien sûr, dans le cadre du programme. Et puis, parce que c'était un programme d'accompagnement. C'était pas un programme de réalisation d'action. Il se trouve que le programme se terminant fin 2024, le collectif qui travaillait autour de ce projet n'a pas voulu arrêter et voilà, souhaitait vraiment poursuivre dans cette dynamique puisqu'on n'est pas allé au bout de tous les projets, bien au contraire. Et donc le territoire nous a sollicité pour mettre en place une ingénierie et nous donner plutôt une mission de maîtrise d'ouvrage sur notamment la rédaction de l'indication du dossier de candidature à l'indication géographique et sur la coordination des différents projets dont je viens de vous parler. Donc c'est la première fois, en tout cas sur notre territoire, qu'après un accompagnement de 18 mois, une collectivité se met en place et demande un accompagnement rémunéré qui sera rémunéré 50% pour les pouvoirs publics et 50% par les 3 entrepreneurs qui sont engagés dans le groupement. Voilà, donc comme on vient de dire, on a entendu, c'est un accompagnement qui vient en complément d'accompagnement qu'on peut trouver, par exemple, auprès de la CCI, de la BGE ou de la CMA, mais qui accompagne plutôt des projets plutôt classiques et qui avaient du mal
à se positionner sur une structuration de filière. Voilà, donc ben, on espère que ce modèle va pouvoir rayonner et puis ce modèle de structuration va pouvoir rayonner autour de d'autres collectivités qui sont près de chez nous et qui ont également d'autres problématiques et d'autres envies de continuer avec ce système-là. Eh ben, merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Et effectivement, on a d'autres aussi initiatives sur, par exemple, la filière bois, ou la filière paille. Enfin, on a pu explorer pas mal de choses aussi sur ces sujets-là. Peut-être pour terminer rapidement, donc effectivement, toutes et tous accompagnateurs, c'est l'idée de se dire qu'il y a un renforcement de la montée en compétences et de l'entraide entre porteurs de projets, entre accompagnateurs et sur ce lien collectivité accompagnateur. On a cette idée de contribuer du coup au développement des logiques de filière, de diversifier le modèle économique des structures accompagnées dont on vient de parler. Il y a aussi ce côté avec les groupements d'accompagnateurs dont je parlais avec Ronald Pia, de partager les pratiques d'accompagnement, le transfert de savoir-faire entre accompagnateurs, la professionnalisation collective et l'harmonisation des outils d'accompagnement. C'est aussi intéressant de se dire comment l'entrepreneuriat territoire a permis aux accompagnateurs eux-mêmes de monter en compétences. Et puis, le témoignage de la Chartreuse de Neuville nous pousse aussi à nous dire que ça renforce la capacité des agents de développement économique à accueillir et orienter des projets qui sortaient justement des mailles du filet, ayant des modèles économiques issus de l'économie sociale et solidaire ou hybrides. Et puis cette contribution à un impact de long terme, c'est justement le renforcement des capacités, des expertises d'accompagnement sur les territoires, dans une logique aussi justement d'accompagner le développement endogène et de faire en sorte que les politiques de développement économique des intercommunalités rurales ne reposent pas que sur on essaye de faire du marketing pour attirer des entreprises extérieures et s'installer sur nos territoires, mais justement comment on propose une ingénierie facilitant la montée en compétences des habitants et la création d'entreprises par leurs soins. Voilà en gros le résumé de ce que vous pourrez retrouver dans le livret qui détaille les expériences des innovations et des bonnes pratiques des lauréats. Merci Sébastien et merci Soraya. Merci Delphine en tout cas pour votre intervention. Là, je vous propose qu'on prenne un petit, je regarde le timing, environ peut-être un quart d'heure pour avoir quelques questions-réponses. Je vous invite du coup plutôt à poser vos questions dans le chat, ça sera un peu plus simple. Donc, ça peut être une question pour la fondation, une question pour Sébastien ou pour l'ensemble du collectif. Ça peut être une question aussi spécifique pour Soraya ou pour Delphine de la Chartreuse de Neuville. Là, j'avais envie qu'il y a John de Billard qui a posé une question, en tout cas une réaction que je trouve intéressant déjà à partager. C'est est-il utopique d'imaginer mettre en œuvre une mobilisation d'envoyés vers et d'accompagner les entrepreneurs en fait, pour éviter qu'ils se retrouvent en métropole, ou on va dire d'aller de la métropole vers la ruralité. Et je trouve que intéressant en tout cas comme question et réaction, parce que je sais qu'il y a eu des actions notamment au sein du collectif Entreprendre la ruralité, notamment l'association RL, qui est intervenue notamment euh, j'ai un petit doute, c'était au niveau à l'échelle départementale, il me semble, je sais plus si Sébastien, tu l'as en tête, pour animer, je crois, que sur trois jours, en fait, un peu d'accueil de néo-ruraux, donc de personnes qui, peut-être avec leur famille, qui est peut-être avoir envie de s'implanter sur le territoire, pour aller là à la rencontre notamment des TPE à reprise. C'est dans une optique de reprise d'entreprise. Et on sait que sur les territoires ruraux, en tout cas, l'accompagnement entrepreneurial touche souvent plus des enjeux de la reprise que vraiment de création. Il y a énormément de TPE, effectivement, qui sont présentes. Et là, ils ont accompagné pour le département cette rencontre, ce temps de rencontre pour ces potentiels repreneurs, donc entrepreneurs, qui venaient plutôt effectivement d'autres régions de métropole, pour effectivement qui rencontrent ces possibilités de reprise, en tout cas, ces entreprises à reprendre. Donc, il y a eu des exemples dans le cas. Effectivement, ça commence à se faire. Je pense pas que ça soit encore très, très répandu, mais en tout cas, c'était une initiative qui a été intéressante.
Après, c'était aussi, peut-être pour compléter, le volet, ce qui est compliqué, c'est se dire, c'est souvent en couple que des projets d'installation en milieu rural se décident. Et du coup, il y a cet enjeu de trouver un emploi aussi en même temps pour l'autre conjoint qui n'est pas entrepreneur et l'idée de l'installation en tant que telle. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives. Enfin, c'est un peu une démarche systémique de se dire, c'est quand même plus compliqué, donc il faut proposer une offre de service un peu plus large au potentiel porteur de projet qui va s'installer. Et généralement, ça fait partie justement aussi d'une stratégie d'accueil de nouveaux habitants où on va essayer de sensibiliser des entrepreneurs de milieu urbain au fait que bah, on va pouvoir vous faciliter aussi le logement, on va pouvoir vous faciliter le lien social, les rencontres avec l'écosystème. Et généralement, il y a cette idée aussi de plugger l'attractivité, en tout cas, de projets en milieu rural avec bah, la facilitation de la vie quotidienne et notamment la recherche des logements. Et après, quand on va encore plus loin que ça, je sais qu'il y avait aussi l'initiative, enfin, le plateau de Mille Vaches, qui est bien connu sur l'entrepreneuriat territoire, où là, c'est vraiment le paroxysme parce que c'était le fait qu'il y avait, en l'occurrence, c'est la Sapo Ambiance Bois sur la filière qui était installée depuis une trentaine d'années, qui justement s'était instauré avec un collectif d'habitants, un fonctionnement et un fonctionnement en vie collective, et c'était ça qui attirait aussi les nouveaux habitants. Et finalement, quand on avait discuté dans le cadre d'un autre projet avec la communauté de communes, ils nous disaient, bah, en fait, aujourd'hui, c'est même plus nous, c'est le fait qu'il y ait cette entreprise de territoire qui fait qu'il y a d'autres entrepreneurs de territoire qui veulent s'installer et que les habitants viennent aussi parce il y a un terreau propice à l'entrepreneuriat et des habitants qui s'entraident. Donc en fait, enfin, je trouve qu'il faut travailler sur différents volets quand on veut sensibiliser des entrepreneurs métropolitains ou d'une agglomération à s'installer sur le territoire. Il y a aussi toute la vie sociale et culturelle qu'il peut y avoir autour. Une autre question, c'est de Sébastien. Si tu peux en synthétique, c'est Céline André de la Femme des Territoires qui nous pose la question. C'est comme notre définition de la ruralité. Alors, c'est il y aura tout dans le livre blanc qui arrivera au mois de mars, mais peut-être voilà, si tu peux dire un petit mot là-dessus. Oui, alors il y a eu il y a eu différents travaux qui ont pu être menés ces différentes années à la fois par la NCT et par l'INSEE. D'ailleurs, on peut peut-être mettre le lien puisqu'on a fait un quiz dans le cadre du programme sur qu'est-ce que la ruralité aussi pour donner différentes définitions. Alors là, j'ai une Le petite. quiz a été déjà mis sur le chat. Ouais. Bon, bah, parfait. J'ai un petit doute sur le nombre de collectivités, mais en gros, on est reparti de la définition nouvelle de l'INSEE, où je crois que c'est 88% des communes qui sont dans un espace rural, et donc ça a permis aussi justement en tout cas, on n'est plus dans la définition la commune, c'est l'inverse de l'aire urbaine, ce qui était la définition de la DATAR pendant des années. Il y a cette classification aussi, et c'est pour ça qu'on a parlé aussi à un moment de déruralité, puisqu'il y a aussi les ruralités qui peuvent être proches d'une zone d'influence et d'autres qui sont très très peu denses. Donc dans la définition, il y a aussi ces enjeux-là, de se dire finalement les quatre lauréats sont dans des territoires aussi ruraux qui sont très différents, plus ou moins éloignés d'une zone de décision. Et donc aujourd'hui, c'est cette définition qu'on a prise. Et ce qui serait intéressant, c'est d'ailleurs d'affiner encore plus les difficultés, les freins et les clés de réussite à l'échelle de cette classification de l'INSEE en quatre types de territoires qui sont Mm. liés à la densité et à l'attractivité d'une aire urbaine. Sébastien. Il y a une autre question que je vais peut-être prendre, parce que c'est quelle suite est donnée au programme? Donc là, il y a un peu une double réponse. Il y a déjà, au niveau des associations du coup lauréates, il y a déjà bon, des dispositifs qui ont été, du coup, qui ont émergé, qui ont été mis en place là et testés, on va dire approuvés pendant ces 3 ans, vont perdurer. En tout cas, donc les associations maintiennent leur dispositif d'accompagnement, parfois avec des ajustements, et c'est normal, parce que c'était le but aussi d'expérimenter, donc de voir ce qui marche moins bien. En tout cas, ces dispositifs sont maintenus. Après, si on regarde effectivement à l'échelle du programme, il y a aussi bah, nous, cette volonté, parce que le double objectif hein, du programme, cette réponse collective qui est la modalité d'action là qu'on a mis en place pour entreprendre la réalité, c'est à la fois effectivement de faire émerger ces dispositifs innovants là, et qui répondent à un enjeu social et environnemental. Donc là, c'était l'enjeu de la ruralité. Et c'est aussi de capitaliser et de diffuser, de partager ces bonnes pratiques. Donc là, par exemple, ce qu'on est en train de faire très concrètement maintenant avec ce webinaire et ce livret des bonnes pratiques qu'on vous partage aujourd'hui, ça fait partie de la suite des programmes.
On publiera également un livre blanc au mois de mars qui va récapituler un peu l'ensemble des enseignements du programme dans toute cette belle diversité et notamment qui intègre aussi une partie recommandation de plaidoyer. C'est un travail aussi qui a été fait à l'échelle du programme de pouvoir identifier aujourd'hui quels sont les leviers au niveau de l'action publique qui pourraient favoriser, justement, créer des conditions favorables pour que cet accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire en zone rurale puisse se développer de façon plus ample. Et par ailleurs, aussi, nous, Fondation Entreprendre, et là, effectivement, là, je parle vraiment au nom de la Fondation, c'est un sujet, en tout cas, qui est important, on va dire, en termes de priorité stratégique, sur lequel on travaille pour voir comment on peut, notamment, maintenant qu'on a contribué à faire émerger des innovations qui ont prouvé leur intérêt, leur valeur, leur impact sur le terrain, comment on peut passer peut-être à une autre phase qui permette d'aller un peu plus loin, en fait, plus d'amplifier ces innovations. Je regarde s'il y a Bah, d'autres questions du coup, qui ont été juste pour posées. compléter, Doria, pardon. tu avais dit. Oui, Pardon, vas-y, je ne trouve pas le bouton pour lever la main. pas de souci. C'était juste pour dire aussi dans la suite, donc la suite du programme en soi, mais aussi pour les participants au programme, peut-être sur la suite donnée. Pour nous, c'est l'intégration de plusieurs participants au parcours d'incubation qu'on propose. Puisque à l'issue du coup du programme, l'envie, l'idée s'est concrétisée pour certains un vrai projet à structurer et donc maintenant ils rejoignent notre parcours d'accompagnement. C'est rien. Tu vois, Romain Truffy, tu as levé la main. Est-ce que tu peux poser ta question, écoute. Donc moi je suis de Ronalpia, Romain Trucchi Ah, était du maillage territorial chez Ronalpia et du coup je voulais peut-être apporter un complément de réponse. Vous m'entendez bien? avec plaisir. Super. Nous déjà, ce qui a permis le travail dans le cadre de Ronalpia, c'est d'accompagner au changement d'échelle en ruralité. Donc c'était il y a 3 ans, on n'était pas ou peu positionné sur l'accompagnement au changement d'échelle. À l'époque, il y avait que 2 programmes nationaux qui existaient, comme PINS par exemple, ou la Fondation La France Engage. Et donc nous, on a développé un programme changement d'échelle en ruralité en coopération avec quelques acteurs que Sébastien a cité tout à l'heure, notamment les petites cantines, Village Vivant et nos amis du GRAP. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a testé pendant 3 ans cet accompagnement changement d'échelle. On a grandi, on a mûri en même temps que l'accompagnement qu'on portait. On continue à mener l'accompagnement changement d'échelle sur toute la région. Donc, on a fait pivoter un peu notre positionnement. Donc, on continue à accompagner pour la moitié des bénéficiaires en milieu rural. Et ça, c'est une force et on est fiers de pouvoir le faire. Mais on a pu aller voir aussi les métropoles du territoire pour trouver des cofinancements. Et du coup, maintenant, on accompagne pour la moitié, c'est des acteurs qui sont sur les métropoles. Et du coup, ce qui nous permet de pérenniser et de trouver aussi des financements plus largement sur ce territoire. Donc, on a pu pérenniser le programme et peut-être dans les suites, ça nous a permis d'agir et nous, vu on se sentait pas encore totalement légitime à accompagner sur l'accompagnement au changement d'échelle à cette époque-là, on est allé chercher des partenaires aussi thématiques et donc on continue à travailler avec ces partenaires. On continue notamment avec le GRAP sur un programme de développement euh, en ce moment sur l'alimentation avec le GRAP sur la métropole de Lyon. Merci Romain. Merci pour ce partage. Il y a une autre question. Alors, je ne sais pas si on a la réponse. Peut-être que Romain, tu auras peut-être des choses à dire là-dessus, ou Sébastien. Est-ce qu'il y a eu des témoignages de projets accompagnés en milieu très rural, c'est-à-dire notamment en zone montagne? Question pas évidente. J'ai Si, plutôt- moi je veux bien répondre. Bonjour, Ah, Marie de Ronalpia. merci Marie. Oui, l'année dernière, nous avons accompagné le projet qui s'appelait Ilia, parce qu'il me semble que le projet est en pause pour le moment. Mais c'était un projet monté par plusieurs personnes sur un territoire des Écrins en Isère qui cherchaient à développer un tiers-lieu dans un territoire très rural où le dernier café avait fermé quelques mois auparavant. Les cafés et lieux de vie alentours n'étaient plus fonctionnels à part des épiceries qui tentaient de vendre des cafés sur un coin de table au bord d'une route.
et avec toutes les grandes difficultés qu'ils traversaient. On considérait que c'était un changement d'échelle parce qu'ils sont passés d'un collectif, une association qui réfléchissait à comment créer du lien dans le territoire, à ouvrir un lieu et un café. Et avec toutes les difficultés, notamment politiques, de réussir à convaincre les maires des différents endroits de se lancer dans un soutien d'un café dans des périodes où c'est pas forcément où l'argent n'est pas forcément facile à trouver. Donc c'est un projet qui a eu du mal à aboutir, qui est en pause en ce moment parce que l'entrepreneur a trouvé ça très difficile. Et c'était vraiment un territoire de montagne. On a mis 1 heure et demie depuis Grenoble en voiture et impossible d'y aller autrement que comme ça avec des sujets de mobilité très forts, quoi. Voilà, pour vous donner cet exemple-là. Et Marie, J'ai un Romain, tu avais un complément là complément? aussi. Ouais. Bah, sur la pérennisation des actions, il y a une autre action qu'on commence à mener depuis 1 an, qui est un programme d'essaimage des structures en milieu rural, en lien avec la NCT et avec le KIF, qui est le collectif des incubateurs français dans lequel fait partie aussi Atis. Et dans ce cadre-là, notamment, on voit pas mal de projets qui étaient déjà en milieu rural, mais qui souhaitent se développer en territoire montagnard. Notamment là, on travaille pas mal avec le Massif Central et comment on adapte les entreprises sociales et leurs modalités au territoire montagnard. Donc notamment, on accompagne en ce moment des structures autour de la mobilité des personnes en insertion et autour de aussi du bien vieillir sur les territoires et le lien social. Voilà. Merci Romain. Est-ce qu'il reste une dernière question? Ou sinon, on peut avancer dans notre programme. Ah, peut-être une dernière question. Y a-t-il eu des projets, donc de Mathilde, y a-t-il eu des projets identifiés qui ne rentrent pas dans une dynamique de revitalisation locale? Sébastien, tu as... Bah, à confirmer par les accompagnateurs, mais c'est vrai que du coup, nous, on est parti d'une dimension revitalisation qui est à la fois économique, mais sociale et culturelle, enfin, dans le discours qu'on a pu porter aussi par rapport à un plaidoyer pour les collectivités. Donc, à la fois revitalisation de lieux aussi. Donc, pour nous, ça fait partie aussi de cette idée-là. Mais grosso modo, tous les projets s'inscrivent du fait qu'il y ait eu cette communication aussi autour de l'entrepreneuriat de territoire dans les programmes d'accompagnement. On a considéré que quand on développe l'entrepreneuriat de territoire, on participe à cette dimension de revitalisation économique, sociale et culturelle. Donc, grosso modo, je dirais que tous les projets, oui, on participe à la revitalisation. On n'a pas eu d'énormes projets qui dépassent toutes les frontières qui a été déposé à ma connaissance. Merci pour cette réponse, Sébastien. Du coup, je vois que pour respecter le timing, on va passer au temps d'après. Marie, je vais te redonner la parole, du coup, pour effectivement nous partager quelques messages clés, parce que c'est aussi un peu des critères de réussite ou des conditions clés de réussite pour ce type d'accompagnement qui ont été détectés, identifiés à l'échelle du programme, voilà, qu'on souhaitait du coup vous partager. Je vais les afficher à l'écran pour que vous puissiez les voir. À toi, Marie. Merci. Donc effectivement, juste pour me présenter, je suis la coordinatrice du programme d'accompagnement au changement d'échelle chez Ronalpia. Donc je suis arrivée sur la 3e promotion d'accompagnement au changement d'échelle et donc d'autres ont œuvré avant moi sur ce sujet-là. Donc j'ai participé à l'aspect vraiment opérationnel de ce programme, à l'amélioration continue aussi, bien entendu. Et donc voilà, l'idée c'était de vous partager un peu les conditions clés de réussite qu'on a identifiées tous ensemble quand on a travaillé à prendre du recul sur ce travail réalisé par l'ensemble des lauréats. Dans les conditions clés de réussite qu'on a identifiées, la première phase qui nous paraît très importante, c'est vraiment celle de prendre ce temps de diagnostiquer le territoire. Alors, nous, chez Ronalpial, ce mot de diagnostic, c'est un mot qu'on utilise très souvent. Je pense qu'il peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, c'est vrai que chez Ronalpial, c'est un réflexe qu'on a. On n'arrive pas sur un nouveau territoire, qu'il soit géographique ou autre d'ailleurs, sans passer par cette phase de diagnostic, de comprendre le territoire, d'identifier les besoins, de parler avec les acteurs présents.
d'aller vraiment rencontrer, de s'assurer qu'il y a un besoin et une envie aussi du territoire d'avoir accès à ce nouvel accompagnement. Et puis, évidemment, de voir qui est déjà sur place pour arriver en complémentarité ou décider de ne pas y aller s'il y a déjà suffisamment de monde sur place et s'il n'y a pas de besoin finalement de notre part, ou bien sûr d'être en coopération, en complémentarité. Moi, je suis chez Ronalpia seulement depuis 2 ans, mais je peux dire pour le collectif Ronalpia qu'on fait ça à chaque fois, c'est-à-dire que toutes les antennes que Ronalpia a ouvertes sont passées par ces phases-là de diagnostic. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît super important en tant que collectif Entreprendre la ruralité aujourd'hui, de le rappeler, de le marteler, parce qu'arriver avec ses gros sabots dans un territoire qui soit n'a pas besoin de nous, soit a déjà des acteurs sur place, c'est le meilleur moyen pour que ça se passe mal. Ensuite, bien sûr, prendre le temps de modéliser, d'expérimenter. Donc, quand on parle de modéliser, on parle de ce que nous, on appelle ingénierie. C'est vraiment construire le programme, poser, formaliser les choses, se dire, OK, par quoi on va commencer, par quelles étapes va-t-on faire passer les entrepreneurs qu'on va accompagner, et puis de le tester, de l'expérimenter, de ne pas attendre que le modèle soit parfait avant de le tester, de faire une première phase d'expérimentation, de capitaliser là-dessus, une deuxième phase, etc., d'itérer au fur et à mesure, et puis voilà, d'avoir vraiment, d'avoir ce temps, de prendre ce temps-là, et c'est une chose que nous a vraiment permis d'entreprendre la ruralité, de prendre ce temps de ne pas vouloir aller trop vite et de prendre des temps de recul aussi sur ce qu'on a pu expérimenter. Euh, Ensuite, on considère qu'il est très important que cet accompagnement qu'on propose soit vraiment au plus proche des besoins du territoire. Donc, à nouveau, tout ce que je viens de vous dire avant, il contribue beaucoup. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion vraiment d'être localement sur le territoire, géographiquement sur le territoire autant que possible. Chez Ronalpia, ça s'applique de manière très évidente puisqu'on a des antennes sur chacun de nos territoires où à chaque fois on a 1, 2, 3, 4 personnes qui s'occupent vraiment de l'accompagnement, qui est en lien avec l'écosystème, en lien direct avec les entrepreneurs. Moi, typiquement, sur ce programme, c'était un programme qui était régional. Le programme qu'on a développé, j'avais une coordination régionale, mais j'ai collaboré très fortement avec mes collègues sur les territoires. Donc, c'est trouver aussi des moyens pour le faire. Parfois, on ne peut pas se diviser en 1000 pour être sur chaque territoire, mais c'est vraiment trouver les relais, soit en interne, soit en externe, pour pouvoir être au plus proche des entrepreneurs et parler le même langage qu'eux, connaître leur écosystème, être en capacité d'activer les réseaux, etc., etc. Un lien avec ce que je viens de dire, c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs publics du territoire. Donc, nous, on travaille vraiment au maximum avec les collectivités présentes sur place. On le fait dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains. Ce sont toujours des partenaires très importants pour nous. Et autant que possible, les amener à co-construire, enfin, les amener dès cette phase de co-construction, leur parler très tôt du projet de déploiement, d'expérimentation d'un nouveau programme pour pouvoir expérimenter avec eux, pouvoir récolter en amont à la fois leurs attentes, leurs besoins, mais aussi leurs intuitions sur le besoin du territoire, leur, leurs expériences aussi. Ils ont plein de choses à apporter d'un point de vue qu'on ne peut pas avoir tout seul, quoi. Et puis, bien sûr, tout ça en coopération avec les autres acteurs d'accompagnement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le diagnostic. C'est vraiment faire main dans la main et quand d'autres sont déjà présents, essayer autant que possible de faire ensemble. Romain parlait tout à l'heure, nous chez Ronalpia, on a travaillé avec 3 partenaires opérationnels, les petites cantines qui travaillent vraiment sur le lien entre l'alimentation, l'accès, le lien social et puis plein d'expérimentations sur les territoires, le GRAP qui travaille sur l'alimentation durable et la coopération, et Village Vivant qui travaille sur l'accès aux locaux dans les territoires très ruraux notamment. C'est très réducteur, ils font beaucoup plus que ça tous. Mais en tout cas, ils nous ont tous permis d'apporter des points de vue très complémentaires aux nôtres et d'avoir un programme beaucoup plus riche que si on était allé tout seul. Et puis, on entend par développer l'esprit entrepreneurial sur le territoire, le fait de faire de la sensibilisation aussi, de se dire que c'est des temps longs, que parfois, nous, typiquement, notre première promotion était toute petite et puis l'année suivante, elle était un peu plus grosse et l'année d'après, on avait 10 structures à accompagner. Donc voilà, c'est accepter aussi qu'entre les ambitions qu'on s'est fixées au départ et la réalité du terrain, parfois, ça ne matche pas. Et d'essayer autant que possible de nourrir aussi cet esprit entrepreneurial en partenariat avec les acteurs qui sont présents.
On peut peut-être passer à la slide d'après si ça vous va. Sur les points de vigilance, bon, j'avais pris des notes, mais en fait, j'ai le PowerPoint sous les yeux. Euh, Effectivement, on note bien hein, que l'entrepreneuriat territoire n'est selon nous pas suffisamment valorisé et soutenu. Comme je le disais, nous, on a pu se permettre d'expérimenter ce programme-là grâce au soutien d'entreprendre la ruralité. C'est des notions qui sont encore pas au cœur des politiques de financement pour la plupart. Donc c'est vrai que c'est des combats aussi hein, d'aller sur ces sujets-là. On doit se tordre les méninges pas mal pour trouver des solutions notamment de financement, mais aussi pour aller sensibiliser aussi les différents acteurs qui sont pas forcément sur ces sujets-là aujourd'hui et n'ont pas forcément conscience de toute la richesse qu'apporte l'entrepreneuriat de territoire aux habitants et aux personnes vivant sur les territoires. Euh, Certains des lauréats ont pu aussi avoir des difficultés à coopérer justement sur les territoires, parfois une sensation que voilà qu'il y a une forme de compétition qui peut être créée entre les acteurs de l'accompagnement notamment réussir à travailler un peu à assouplir ces schémas-là. C'est pas toujours facile, c'est accepter que les temps sont longs aussi là-dessus. Euh, je vous parlais tout à l'heure des différentes promotions qu'on a accompagnées, donc 3 promotions accompagnées par Ronald Pia et ses partenaires sur ce programme. On a eu des promotions qui étaient très hétérogènes, des besoins très hétérogènes. Donc, c'est aussi accepter qu'entre l'histoire qu'on s'est racontée au départ en se disant, tiens, on va accompagner au changement d'échelle sur les territoires ruraux et la réalité de la détection, de la sélection et de l'accompagnement derrière des structures sur place, il faut tordre un peu les critères parfois pour pouvoir accompagner des structures qui correspondent pas exactement à ce qu'on avait imaginé, mais qui répondent vraiment à des besoins de territoire et qu'on a envie d'accompagner dans leur changement d'échelle. Et accepter que voilà, une structure va avancer très vite, une autre va être bloquée par plein d'autres sujets, plein de sujets qu'on n'aurait pas pu anticiper. Et de se dire que c'est aussi ça la richesse des territoires, c'est que on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va s'y passer, quoi. Et donc, c'est la même chose sur les types d'entrepreneurs. Pour vous donner un exemple, j'ai accompagné l'année dernière l'épicerie géniale qui s'est montée dans la Drôme, dans un petit village de Drôme où le dernier commerce avait fermé quelque peu avant et où un collectif d'habitants s'est monté en se disant il faut qu'on monte une épicerie, il faut qu'on puisse continuer à faire nos courses ici. Et donc, notamment, les 2 personnes que j'ai accompagnées qui portaient le projet et qui étaient accompagnées par Ronald Pia, c'était des éducateurs spécialisés qui se retrouvaient à être gérants d'une épicerie, gérants d'une équipe bénévole, avec énormément de sujets qui n'étaient ni leur formation, ni leur appétence première. Eux, ils le faisaient pour pouvoir continuer à faire leurs courses de manière locale dans leur village. Ils se retrouvaient avec des sujets qui dépassaient un peu le cadre de ce qu'ils avaient envisagé. Voilà, donc il y a vraiment aussi cette notion de profil très différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres territoires, et notamment dans des territoires urbains où l'accès à la montée en compétence sur ces sujets-là est plus facile aussi grâce à la présence notamment d'acteurs d'accompagnement beaucoup plus importante. Et je crois qu'on s'arrêtait là, hein, Agathe et Eric. Ouais, Ça vous va? merci Marie. On va passer la parole Super. à Agathe Ouais. pour dire un petit mot de la fin. Merci beaucoup Marie et merci Romain, Soraya, Delphine pour les témoignages. Et je souhaitais aussi remercier Erel, donc l'association qui est lauréate également, qui n'a pas pu être représentée aujourd'hui, mais qui a vraiment contribué aussi à toutes les réflexions qui vous ont été présentées aujourd'hui. Simplement pour conclure assez rapidement, vous reparler un tout petit peu de ce livret. Là, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, tous les témoignages aussi, c'est des choses qui sont à retrouver dans le livret des bonnes pratiques qu'on a publié aujourd'hui. Il y a déjà le lien qui a été mis dans le chat, peut-être si tu peux le renvoyer Stéphanie, et on vous l'enverra dans tous les cas par mail. Donc ce livret des bonnes pratiques, il reprend les champs d'innovation et les pratiques qui vous ont été présentées à l'oral, mais en allant un peu plus loin. Donc, on parle des circuits courts de l'accompagnement sur un peu plus de 25 pages. Vous retrouverez à la fois voilà, la pratique définie, enfin pour chaque bonne pratique, assez- la pratique définie, la problématique à laquelle elle répond, des témoignages aussi des acteurs, parce qu'il y a eu tout un travail qui a été mené par les Petites Rivières et l'agence phare d'aller aussi interviewer les acteurs du territoire, les bénéficiaires finaux, les associations, pour aller plus en profondeur aussi sur l'impact, les résultats
de ces différentes pratiques. Et sur chacun de ces champs d'innovation aussi, on parle un petit peu des conditions de mise en œuvre et d'essaimage. Donc voilà, c'est à retrouver dès à présent dans le chat. On vous invite à le télécharger et on pourra vous l'envoyer également par mail. Ça, c'est pour le premier livrable à venir. Eric, je te laisse passer à la slide d'après. Euh, pour dire aussi, ce livrable, il est vraiment en priorité à destination d'associations de l'accompagnement, des associations qui portent déjà peut-être des projets d'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire en milieu rural, mais aussi qui pourraient souhaiter se lancer. Et on a deux autres types de supports qui vont arriver et qui pourront aussi être à destination de ce type d'association. On a une boîte à outils qui va être publiée en même temps que le livre blanc à partir du 18 mars donc 2025. Cette boîte à outils, elle rassemble un ensemble d'outils libres d'utilisation qui ont été créés dans le cadre du programme ou dans le cadre des accompagnements des associations d'entreprendre la ruralité. Donc, vous y retrouverez le quiz de sensibilisation sur qu'est-ce que c'est que la ruralité, qui a aussi déjà été partagé dans le chat. On a une note sur les politiques publiques qui a été réalisée par les Petites Rivières aussi, sur les politiques en faveur de l'entrepreneuriat de territoire. Quelques fiches sur des bonnes pratiques pour le diagnostic de territoire. Comme l'a dit Marie, ça nous paraît une étape nécessaire, si ce n'est indispensable, pour mettre en place ce type d'accompagnement. Et on a fait ressortir quelques bonnes pratiques du collectif, des grilles d'analyse de projet, voilà, tout un ensemble de livrables et d'outils à la fois plutôt sur des concepts et sur des choses très pratico-pratiques pour mettre en place des accompagnements à l'entrepreneuriat de territoire. Donc ça sera à retrouver dans le livre blanc et aussi sur le site de la Fondation Entreprendre à partir du 18 mars. Et également le livre blanc du programme que Eric a déjà un petit peu mentionné tout à l'heure. Ce livre blanc, il est un peu plus large que ce livret des bonnes pratiques. Vous y retrouverez les bonnes pratiques qu'on vous a présentées aujourd'hui, mais ça va un peu plus loin. On va reparler un tout petit peu de ce que c'est que le programme Entreprendre la ruralité, mais aussi de notre compréhension de ce que c'est que la ruralité et l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire. Donc, typiquement, on parlait de définition de la ruralité. Vous retrouverez notre définition de la ruralité dans ce livrable. Ensuite, chaque association du collectif a quelques pages pour vous partager précisément leur expérimentation et leurs résultats. Vous retrouverez, comme je l'ai dit, les bonnes pratiques, mais aussi les ressources, les conditions clés de réussite et les points de vigilance que vous a partagé Marie, les outils, et ensuite, comme l'a aussi mentionné Eric, des propositions du collectif pour soutenir l'accompagnement à l'entrepreneuriat de territoire en ruralité, donc des propositions qu'on souhaiterait porter sous forme de plaidoyer. Et ça également, ça sera retrouvé en libre accès sur le site de la Fondation Entreprendre à partir du 18 mars. Voilà à peu près pour tout ce qu'on voulait vous partager. Je sais que dans le chat aussi, vous allez bientôt recevoir peut-être un lien pour un prochain webinaire qui n'est pas organisé par nous, mais par le KIF. Donc, je laisse les équipes qui sont là repartager ce webinaire qui est aussi sur l'accompagnement, enfin sur le financement, je crois, dans les territoires ruraux. Et moi, pour ma part, je souhaitais vous remercier tous. Déjà, Sébastien aussi, Eric, pour la co-animation de ce webinaire et toutes les personnes présentes pour votre présence, pour vos réactions. N'hésitez pas à lire ces livrables, à revenir vers nous aussi si ça fait réagir. Et voilà, moi, pour ce que je souhaitais vous partager. Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot aussi pour conclure ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour avoir été effectivement très présents en tout cas à ce webinaire. Voilà, on était enchantés de pouvoir partager en tout cas l'aboutissement un peu de ces 3 ans de travail. Et merci aussi aux associations là qui ont pu témoigner aujourd'hui de tout ce qu'elles avaient fait en tout cas sur le terrain. C'était vraiment précieux.